Ce soir, on est rendu au troisième cours, hein. L'objectif étant de vous donner une expérience pratique ou de vous habiliter à faire de la gestion de risque dans la pratique, donc soit chez votre employeur ou chez votre client. Et en particulier ici, on fait la promotion, je pourrais dire d'une certaine façon, d'une approche de gestion de risque axée sur les scénarios. Donc, pour toutes sortes de raisons, on prend cette approche-là. Je vous cacherai qu'une des raisons, c'est parce que moi, je pense que c'est la meilleure approche. Comme on a discuté un petit peu la semaine dernière, dans le processus de gestion de risque, fondamentalement, on retrouve deux approches, une approche non scientifique et une approche scientifique. En gestion de risque informationnel, parce que c'est une discipline extrêmement nouvelle, on n'a pas beaucoup d'options au niveau scientifique. On est presque toujours dans le domaine du non scientifique. Et quand on est dans le domaine du non scientifique, on est dans le domaine de la perception qui est influencée par des biais personnels qu'on peut avoir, mais aussi par des biais, disons, de nature culturelle. Comme on a dit la semaine dernière, il y a beaucoup de parallèles à faire entre la culture, disons, nationale ou identitaire et la culture organisationnelle. Dans un environnement organisationnel, ben, il y a aussi ces processus d'acculturation-là qui doivent avoir lieu. Et vous, quand vous arrivez dans une organisation, comme quelqu'un qui arrive de l'extérieur de l'organisation, c'est un peu le même genre de situation que si vous avez immigré au Québec et vous arrivez d'une autre culture qui est fondamentalement différente puisque vous venez d'ailleurs, donc elle est nécessairement différente. Et en plus du fait que la culture québécoise, elle est tellement spécifique, parce que c'est tout petit, le Québec, et c'est quand même très différent, la culture québécoise, de la culture, ce qu'on appelle le ROC, le Rest of Canada, le Canada hors Québec. Mais sinon, d'un point de vue organisationnel, si vous avez déjà au moins une fois dans votre vie changé de job, ou changé de village, ou de ville, ou déménagé, jusqu'à un certain point, vous avez vécu ça, même si, évidemment, l'intensité de ça va être différente de ce qui peut être vécu par quelqu'un qui arrive, je sais pas, moi, d'un pays africain. On a, par exemple, le Congo, et qui se retrouve du jour au lendemain dans un pays, donc comme le Québec. Donc, la culture organisationnelle, les aspects culturels, entraînent aussi des biais en gestion de risque, entraînent des biais sur la vision qu'on a du risque. Et donc, on est membre de notre tribu. On partage les valeurs, les mythes, les légendes de notre tribu. C'est-à-dire, par exemple, la tribu des informaticiens ou la tribu des gestionnaires ou la tribu des comptables agréés. Donc, tous ces gens-là, dans leur tribu, partagent un certain nombre de valeurs. Mais on est membre en même temps de plusieurs tribus en même temps. Donc, on est membre, si vous êtes, par exemple, de la génération X, ben, vous partagez les valeurs de votre génération, vous êtes membre de cette tribu-là. Si vous avez grandi à Québec, vous êtes membre de la tribu des gens de Québec. Ou si vous avez grandi à Montréal, dépendant dans quel quartier ou dans quelle classe sociale que vous étiez, ben, vous partagez aussi les valeurs de votre quartier ou bon, souvent, il y a une ségrégation des quartiers dans la région de Montréal, qui est aussi une ségrégation d'un point de vue socio-économique. Donc, vous partagez toutes ces valeurs-là. Et donc, vous, quand vous arrivez sur le terrain, dans une approche non scientifique et que vous évaluez le risque, quand vous avez une grande influence, parce que vous êtes l'expert, donc, qui arrive de l'extérieur pour aider l'organisation, mais plus l'approche est non scientifique, plus vos biais personnels vont influencer le résultat de l'analyse de risque. Un exemple que j'ai mentionné à quelques reprises, c'est si on prend par exemple une méthodologie comme MEHARI et qu'on donne à 3 consultants différents le mandat de réaliser une analyse de risque avec MEHARI dans une organisation. Et j'ai donné l'exemple de MEHARI, mais c'est pas la seule. Je pourrais dire la même chose avec IBIA, je pourrais dire la même chose avec d'autres méthodologies. Le résultat des 3 consultants dans la même organisation, dans la même situation, va être différent. Et ce qui va faire la différence, c'est l'ensemble de tous les biais et de la façon dont les biais vont influencer le processus
qui vont influencer les résultats. En plus, la personnalité de la personne, de l'expert, va faire qu'il va présenter la problématique d'une certaine façon. Et la façon dont on présente aux gens la problématique, ça c'est le problème de cadrage, donc ou la théorie des perspectives si vous préférez. La façon dont on présente le problème à notre échantillon, c'est-à-dire aux gens avec qui on va faire l'analyse de risque, va avoir une influence aussi sur les résultats. Donc, si on a tendance à être une personne très pessimiste, ce qui arrive souvent en gestion de risque, hein. Donc, pour encadrer la subjectivité, on se donne un certain nombre d'outils. Déjà, on essaye de comprendre que la subjectivité, elle existe et que la subjectivité peut amener toutes sortes de problèmes. Et ensuite, on va essayer de se doter d'outils, de façons de faire pour encadrer la subjectivité. Et une des façons de faire qui fonctionne bien, c'est d'utiliser des scénarios. Donc, finalement, de créer des récits, de se créer des mythes, de se créer des récits, de se créer des histoires à partir des mythes et des légendes et des valeurs des gens de l'organisation. Et donc, nous, dans un premier temps, dans un exercice qu'on a fait ici, je vous ai demandé de vous-même pondre des scénarios. Dans un contexte d'analyse de risque, dans une organisation, avec une approche par scénario, c'est pas vous qui allez faire les scénarios. Faut se comprendre. Dans un contexte organisationnel, c'est les participants, c'est les gens de l'organisation à qui vous allez demander de créer les scénarios. Et vous allez agir, même si vous êtes un expert du domaine, vous allez agir comme un facilitateur. Vous allez en organisation, puis vous travaillez un peu comme un psychologue, vous êtes là pour faire parler les gens. Vous seriez en mesure de la faire, l'analyse de risque pour l'organisation. Mais votre job, c'est pas de la faire. Parce que si vous la faites, vous êtes 100% dans le non scientifique. Les résultats, ça va faire un beau rapport, puis le client va être bien content, mais la valeur scientifique de ça, la valeur des résultats est extrêmement discutable. Il faut que vous essayiez d'encadrer le processus le plus possible et donc d'essayer de l'amener le plus possible dans le scientifique. Donc, votre but, c'est pas de faire l'analyse de risque pour les gens. Votre but, c'est d'accompagner l'organisation, que ce soit votre employeur ou un client, de l'accompagner, mais c'est lui qui doit faire le travail. C'est lui qui doit vous donner l'information. Et c'est lui, donc, qui va vous raconter des histoires que vous allez documenter, qui vont devenir les scénarios. Et qui vont être des histoires de choses qu'ils ont déjà vues, qu'ils ont déjà vécues, qu'ils ont entendu parler, ou qui les préoccupent, ou qu'ils ont entendu à TV, ou ils ont lu dans le journal, ou bon, des choses comme ça. Et vous allez commencer très large. Je pense que je l'ai mentionné déjà. On va créer comme une trentaine de scénarios. On va faire comme un genre de focus group. Vous allez identifier des personnes dans l'organisation. Disons entre 5 à 10 personnes. On vous expliquera plus tard qui et pourquoi, mais disons 5 à 10 personnes que vous allez asseoir dans une pièce. Tu organises donc un genre de panel de discussion où tu vas faire parler les gens, puis tu vas les faire discuter un peu de ce qu'on va parler ce soir. Tu vas chercher à identifier des menaces. Donc, et à partir des menaces, tu vas chercher à développer des scénarios. Donc, tu vas commencer avec quelques petits scénarios très simples, mais tu vas essayer peut-être d'en faire une trentaine. Et peut-être en document sur les 30 qui vont discuter dans le focus group, mettons en 1 heure, tu peux élaborer 30 débuts d'histoire, 30 débuts de scénario. Et après ça, tu vas partir de là, tu vas aller compléter ces histoires-là, tu vas peut-être en retenir les 20 qui sont les plus intéressants. Tu vas documenter ces 20-là. Puis là, une fois que vous allez avoir que vous allez commencer à documenter ces scénarios-là, là, vous allez aller voir les gens dans l'organisation, mais de façon individuelle. OK. Donc, le rappel, ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais juste rapidement revenir, hein, la gestion de risque, c'est un processus IPM. Donc, dans la partie I, la première chose, c'est d'identifier et de concevoir les scénarios, d'ailleurs ce qu'on a discuté ce soir à date. Une fois qu'on aura créé les scénarios, la deuxième chose, c'est de prévoir les conséquences, les dommages, la réduction de l'utilité attendue possible de chaque scénario. On a déjà fait une partie de ça, donc, ce soir. Ensuite, on tombe dans la phase de priorisation, donc d'identifier les variables, d'évaluer les probabilités et d'appliquer une stratégie décisionnelle. On a parlé de différentes stratégies décisionnelles possibles, mais en bout de ligne, ça revient à accepter, transférer, éviter ou mitiger le risque.
Et donc, c'est un peu ce qu'on a parlé donc la semaine dernière. On va aller un petit peu en détail. On va revenir encore une fois qu'on aura donc ce soir parlé des menaces, puisque l'aléa, c'est une partie du scénario. Effectivement, ça peut être une partie qui nous motive donc à élaborer notre scénario en fonction des menaces ou des aléas possibles, envisageables ou envisagés. Et donc, des fois, si on manque d'imagination ou quand on fait notre focus group, on veut amener les gens à parler de choses, mais si on s'est déjà construit une liste de menaces potentielles, on peut avoir un point de départ. Donc, il peut servir à... Parce qu'à un moment donné, quand on va faire parler les gens, leur faire s'imaginer des scénarios possibles dans le cadre du focus group, évidemment, c'est toujours un petit peu difficile de partir. Donc, une façon de partir peut être amenée par ce qu'on va parler ce soir. Un point de départ aux discussions peut être les menaces. Un point de départ peut être des éléments à risque en particulier que les gens jugent sensibles. Et ça peut être amené aussi par l'analyse de vulnérabilité, donc ce qu'on va parler la semaine prochaine. Et dans le chapitre 3, on va parler donc de l'identification des menaces. Donc, comment est-ce qu'on peut identifier les différentes menaces qui sont pertinentes dans notre contexte organisationnel? Comment est-ce qu'on peut les catégoriser? Et donc, on va se créer un système de classification des menaces, puisque l'avantage d'un système de classification, c'est qu'on peut, à ce moment-là, traiter les menaces par groupe de menaces, et non pas aller dans les menaces spécifiques. Puisque la première fois qu'on crée des scénarios de risque, la première fois qu'on fait une analyse de risque dans une organisation, le niveau de maturité est probablement relativement bas, et donc on va commencer de façon assez large. Donc plutôt que d'aller dans le détail, les premières fois qu'on va le faire, on va plutôt aller dans les catégories de menaces plutôt que d'aller dans le détail spécifique de menaces. Et graduellement, au fil des années, au fil des remises en question, des précisions de l'analyse de risque, de l'augmentation de la maturité organisationnelle, on va venir à développer de plus en plus de scénarios, comme on a déjà discuté, et en développant de plus en plus de scénarios, et là, on pourra commencer tranquillement à aller de plus en plus dans le détail. Donc, sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, on va se retrouver donc avec peut-être 50, 100 scénarios qu'on va avoir développés et qu'on va avoir conservé à jour au fil du temps, qu'on va avoir mis à jour au fil du temps. Et à ce moment-là, donc, on va aller dans un plus haut niveau de détail. On va donc commencer par préciser la relation donc entre l'aléa et la menace. Je vous ai dit dans les définitions que j'utilise la définition d'un événement, donc qui est pas nécessairement un événement unique, mais qui peut être une séquence de différents événements, comme dans les exemples que je vous ai mentionnés des navettes spatiales, par exemple, qui ont explosé, où c'était tout un paquet de choses. Et on a fait des études après coup pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. On s'est rendu compte que, contrairement à ce qu'on fait souvent, nous, en analyse de risque, d'analyser des menaces uniques ou des événements, des aléas uniques, que dans les faits, c'est souvent une combinaison d'un paquet de choses. Ce qui fait que c'est beaucoup plus logique de travailler avec des scénarios plutôt que de faire une analyse de risque basée sur la probabilité de réalisation d'une menace particulière. Mais il faut quand même réaliser que l'aléa, une des causes de ça, peut être une menace. Donc, un des éléments, des points de rupture ou des breaking points, si on dirait en anglais, mais du point de rupture qui fait que notre scénario va se réaliser, un des éléments clés de ça peut être la menace. Donc, on doit quand même travailler avec la menace. Mais la menace, en elle-même, n'est pas nécessairement la cause de l'aléa. Donc, elle est une des composantes de l'aléa. L'aléa, donc, peut être causé par un ensemble de facteurs ou une séquence d'événements. Les aléas envisagés, on va les utiliser, donc, pour nous aider dans la création de nos scénarios. Et il va y avoir deux sources principales de la création de nos menaces, ou plutôt deux approches principales pour la création de nos menaces. Et comme dans tout ce qu'on a discuté à date, les deux approches sont l'approche scientifique et non scientifique. Donc, dans l'approche scientifique, évidemment, ce qui va faire la différence entre une ou l'autre, ce sont les sources qu'on va utiliser. Donc, l'historique récent de l'organisation peut être une source de données historiques, une source de données scientifiques, de données probantes sur des événements. Donc,
Mais il faut être conscient que c'est pas parce que quelque chose s'est déjà produit dans le passé que ça va nécessairement se produire dans le futur. Parce que des fois, quand il se produit quelque chose, on va mettre en place des mesures correctives pour que ça n'arrive pas encore. Donc, c'est pas parce que quelque chose est déjà arrivé que ça va nécessairement arriver dans le futur. C'est pas parce que quelque chose n'est jamais arrivé que ça ne peut pas arriver. Une autre source d'information, donc c'est des menaces qui auront créé des aléas dans des organisations similaires à la nôtre. Comme professionnels de notre domaine, on participe à des congrès, à des rencontres, à des associations professionnelles. Par exemple, l'ISACA, c'est un excellent exemple. Donc, on va dans des rencontres, des formations, des conférences organisées par l'ISACA. On rencontre d'autres professionnels comme nous qui font le même travail que nous et on va échanger sur les choses qui se passent. Donc, ils vont vous dire, ben nous, on a eu dans notre organisation, dans le passé, tel événement qui s'est produit la semaine dernière, l'année dernière, le mois dernier. Et donc, ça, et si c'est une organisation qui a des points en commun avec la nôtre, ben, ça va être une source, donc une source sur laquelle on peut se baser pour obtenir des informations, entre guillemets, scientifiques. Donc, on peut poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé comment? Ça a été quoi les dommages qui ont été causés? Et ça, ben, on va documenter ces situations-là. On va créer des scénarios basés sur ça et on va pouvoir valider nos scénarios à l'interne avec nos participants, mais aussi à l'externe en allant voir nos collègues dans d'autres organisations, puis en nous disant, écoute, j'aimerais ça, je me suis inspiré de ce qui s'est passé chez vous pour créer un scénario de risque pour notre organisation. Est-ce que tu pourrais valider ce que j'ai écrit dans mon scénario? Est-ce que ça correspond à ce qui s'est passé chez vous? En particulier au niveau de l'évaluation des dommages. C'est vous, quand ça s'est arrivé chez vous, ça a été quoi les dommages? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû remplacer? Des équipements que vous avez dû remplacer? À ce moment-là, si j'ai dû remplacer quelque chose, ben, j'ai la valeur de remplacement qui est un des éléments de mon dommage. Combien de temps ça vous a pris? Qu'est-ce qui a été perdu au niveau de la tâche de travail? Donc, tout ça, ce sont des sources d'informations que je peux considérer fiables, en autant que, évidemment, que la personne accepte de me donner l'information, mais de toute façon, c'est pour utiliser dans mon scénario. Donc, je vais pas donner d'informations confidentielles sur son organisation. C'est pas quelque chose que moi non plus je vais publier. Ça va être utilisé à l'interne chez nous. Donc, ça peut être une excellente source de documentation sur les menaces. L'expérience des participants. Là, on est plus dans le non scientifique. Mais vous pouvez vous baser sur votre expérience pour élaborer des scénarios. Donc, si vous pouvez proposer aux participants, aux gens qui vont participer à votre focus group pour créer les scénarios, des exemples. Regardez, moi, j'ai vécu tel genre de situation. Est-ce que ça, c'est le genre d'affaires qui pourrait se produire chez vous? Les tendances de l'industrie. Donc, en vous abonnant, par exemple, à différents groupes de discussion sur Internet, différents sites web ou même des fils Twitter de spécialistes de gestion de risque ou de gens qui font un travail un peu comme le vôtre, vous allez là pouvoir trouver de l'information sur les tendances de l'industrie. Une excellente source d'information sur les tendances de l'industrie pourrait être Forrester ou Gartner. Gartner publie des documents, des rapports, mais ça peut être une excellente source d'information sur les tendances. Et finalement, l'Internet de façon générale, j'ai mentionné tout à l'heure Twitter, ou d'autres sites, des sites web style Security Focus, BugTrack et autres sites Internet ou sources disponibles sur Internet. Vous avez aussi accès à des bases de données sur Internet d'incidents, des choses comme les CERT ou FIRST ou différents regroupements de groupes spécialisés dans la réponse à des incidents de sécurité. Il y a aussi d'autres sources que vous pourriez utiliser si, par exemple, vous choisissez d'installer un honeypot. Donc, c'est quelque chose qu'on met qui semble intéressant qui peut sembler comme étant un réseau ou un ensemble de serveurs ou des services ou des ports qui sont ouverts, alors qu'en réalité, c'est juste, c'est virtuel, un environnement virtualisé. Donc, les logs de ça peut être une source d'information. Les logs de vos systèmes de détection d'intrusion, de vos antivirus, de
de l'ensemble de vos services que vous avez, si vous avez mis en place une infrastructure qui permet de centraliser vos logs, et donc tous vos logs de vos équipements de sécurité, de vos appareils de sécurité, pourraient aussi être une source d'information. Donc, si je mentionne par exemple des exemples, ben, si je veux avoir de l'information sur une menace, par exemple les pannes de courant, ben, une source de données scientifique, ça serait Hydro-Québec. Donc, je pourrais appeler Hydro-Québec, puis dire, est-ce que vous pouvez me donner le nombre de pannes de courant qu'il y a eu pour tel code postal dans les derniers 10 ans? Donc, ce genre d'information-là, il est disponible et c'est possible donc de l'obtenir. Je peux je peux communiquer avec mon fournisseur d'accès Internet et savoir le nombre de pannes Internet qu'il y a eu dans un secteur en particulier, par exemple. Et des sources non scientifiques pour les pannes de courant, ce serait la mémoire des participants. Vous demandez aux gens qui sont présents dans votre focus group, ouais, mais est-ce qu'il y a déjà eu des pannes de courant? Quand? Les gens vont se dire, ben, il me semble qu'en 1998, il y avait eu le verglas, là, puis on avait manqué d'électricité pendant 2 semaines. Puis bon, après ça, évidemment, c'est possible pour vous d'aller valider cette information-là en appelant Hydro-Québec, peut-être. Pouvez-vous me confirmer, M. Hydro-Québec, que il y a eu une panne d'électricité en 1998 chez mon client, M. XYZ Inc. Donc, c'est possible de valider ça. Donc, on obtient des données non scientifiques et pour les incorporer donc dans notre scénario, on va aller trouver des façons d'aller valider cette information-là. Une autre menace, par exemple, le vol, ben, qu'est-ce qui pourrait être une source de données scientifiques sur le vol? Ça pourrait être mon registre des incidents. Ça pourrait être aussi mon système comptable. Peut-être que dans mon système comptable, j'ai une entrée de journal qui correspond au vol, aux pertes. Donc ça pourrait être une source d'information scientifique. Parce que là, c'est validé, c'est réel. Je peux le démontrer. Surtout, moi, dans mon scénario, je vais indiquer, voici la source. Donc, j'ai tel montant qui vient de telle source. Donc, si plus tard, quelqu'un, par exemple, mon client vient questionner les chiffres que j'ai mis dans mes scénarios, ben, c'est écrit dans mon scénario, parce que c'est sûr que dans mon rapport final, je ne vais pas nécessairement mettre tout le détail de tous mes scénarios. Peut-être que mes scénarios, je les mettrai en annexe, ou peut-être que je les rendrai disponibles, mais que je les inclurai pas. Mais si on me challenge, si on me questionne sur ça, ben, je vais être en mesure de dire, moi, je me suis basé sur une approche scientifique pour faire votre analyse de risque, et voici les sources, voici d'où vient cette information-là. Pour ça, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ben là, après, peut-être, vous parler à votre département de comptabilité, parce que c'est eux autres qui m'ont donné le chiffre. Une source non scientifique serait les mythes et les légendes. Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui nous avait parlé qu'il y avait eu telle chose qui s'était passée, hein, qu'on s'était fait voler. Mais ça, c'est des mythes et des légendes. Donc, c'est sûr que c'est un peu comme le téléphone arabe. Là. Je veux dire, on se passe l'information, mais à un moment donné, en bout de ligne, c'est très différent de ce qui est la réalité. Après ça, ma job à moi, ça va être d'aller valider ça. D'essayer de trouver une façon d'aller valider cette information-là. Donc, autant si on me dit, oui, je me souviens, on s'était fait, il y a une couple d'années, on s'était fait voler, un ordinateur dans notre bureau. Il y a quelqu'un qui était rentré, probablement pendant l'heure du dîner ou pendant la fin de semaine, qui avait défoncé, puis il avait volé 2-3 ordinateurs. Ça, c'est des mythes, ça, des légendes, c'est des histoires. Parce que après ça, je vais faire les recherches, je vais essayer d'aller voir peut-être des personnes qui étaient là à cette époque-là, de trouver peut-être deux sources indépendantes qui vont venir valider l'information pour finalement me rendre compte que, en fait, on s'était fait voler une imprimante. Parce qu'oubliez pas que, en général, les individus vont être très marqués par les incidents qui les ont frappés eux personnellement. Aussi, de la même façon, un événement qui va avoir été publié dans les journaux, les médias, va avoir aussi un grand impact. Parce que généralement, par les gens impliqués ou les gens qui se sentent impliqués, une surestimation du risque causé par ces situations-là. Donc, nous, on veut éviter ce genre de surestimation-là. Notre objectif, c'est d'apprendre à faire des analyses de risque le plus objectivement possible. Il faut être conscient que l'événement qui se réalise, une situation qui arrive,
ça cause une surévaluation du risque. Et donc, il faut qu'on en tienne compte de ça. Parce que on va pas, il faut être réaliste, on veut pas, parce qu'on met en jeu notre crédibilité, si on propose si on présente des résultats qui sont surévalués par rapport à la situation réelle, éventuellement, ça va affecter notre crédibilité comme expert. Donc, une des choses, c'est de se créer une liste de départ. Une liste de départ servira de point de départ donc à nos discussions en comité. Et moi, je vous propose un système de catégorisation que j'ai développé, basé sur une revue de littérature, qui pourrait être un bon point. Je vous dis pas nécessairement que vous devriez prendre celui-là, mais dans le cadre du cours, c'est le système de catégorisation des menaces qu'on va utiliser. Et je les catégorise en deux catégories principales. Donc, les menaces pouvant causer des dommages matériels et les menaces causant des dommages immatériels. Donc, ça brise des choses ou ça affecte les données. Ce serait la façon simple d'expliquer ça. Donc, les dommages matériels, par exemple, dans cette catégorie-là, puis dans le chapitre relatif au cours, vous pourrez aller dans le détail, mais j'ai inclus des choses comme des pertes de vie humaine. Donc, ça amène des décès. On parlait dans l'exemple de la santé, des modifications aux données qui pourraient faire qu'on va donner, par exemple, le mauvais type de sang, mauvais groupe sanguin à un individu, puis il pourrait en mourir. Ça, c'est donc un dommage matériel, une perte de vie humaine. Une destruction de données, mais une destruction de données, de destruction d'équipement, par exemple. Donc, il y a des serveurs, des disques durs, des choses qui sont détruits, ou encore des détournements de biens. Donc, tout ce qui est les vols, les pertes, des choses comme ça. Donc, où il y a un serveur, par exemple, Donc, ça, c'est toute la catégorie des dommages matériels. Et là, il y a là-dedans, les dommages, les choses qui causent des dommages matériels, j'ai aussi toutes sortes de phénomènes dits accidentels. Donc, un détournement de biens, c'est un vol, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, mais ça pourrait être un accident, un bris, une panne, comme la panne d'électricité de tout à l'heure, mais là, ici, on parle d'une panne plus majeure, donc qui pourrait amener des bris d'équipement. Des accidents, ça pourrait être un accident industriel, un accident périphérique comme un train, par exemple, moi, je suis à côté d'une voie ferrée et il y a un déraillement de train, puis le train rentre dans mon immeuble, il explose. Je sais pas moi, il y a le train d'ultramar là qui trimballe du pétrole, qui passe à côté de mon usine ou de mon bureau. Je peux penser, quelqu'un tout à l'heure m'a mentionné un accident d'avion. Donc je pourrais penser à je suis dans la ligne d'approche finale pour l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau et il y a un 747 à l'atterrissage qui pogne un vent, une poche d'air puis qui tombe sur mon immeuble. Donc ça, c'est un accident périphérique. Ça arrive parce que je suis en périphérie de cette situation-là et donc cet accident-là, je peux pas, il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour me protéger comme tel. Évidemment, je peux prévoir des systèmes de redondance, des choses comme ça, des backups hors site. Il y a des mesures de mitigation de risque à envisager. C'est quand on parle d'accident périphérique, c'est le genre d'affaires qu'on parle. Les pannes et les pointes de courant. Donc, une panne de courant, c'est assez évident. Une pointe de courant, un spike, des fois majeur, qui pourrait causer la destruction de disques, de données, d'équipements. Les champs électromagnétiques, c'est un sujet qui est populaire de ces jours-ci parce qu'on a les nouveaux compteurs d'Hydro-Québec, là. Dans nos environnements quotidiens, dans notre environnement comme ici, on est soumis à des champs électromagnétiques. Vous êtes peut-être actuellement connecté au réseau de l'université, au réseau sans fil de l'université. Si le réseau sans fil de l'université est accessible ici, c'est parce qu'il y a nécessairement il y a des fréquences radio qui circulent puisque les réseaux sans fil fonctionnent par ondes électromagnétiques. Mais ça pourrait être autre chose, comme par exemple, moi j'ai vécu des situations où je travaillais dans un chantier naval dans le cadre d'un programme militaire. Et dans le chantier naval, à chaque fois que régulièrement, on avait des serveurs qui rebootaient tout ça. Ils rebootaient dans le bureau de gestion de projet. Et finalement, après beaucoup de recherches, puis aussi on avait des pertes de données. Les disques durs s'effaçaient.
Et pour avoir fait beaucoup de recherches, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est que ça arrivait quand la grue passait à côté d'où est la salle des serveurs. Et la grue, je sais pas si vous avez déjà vu une grue de 800 tonnes dans un chantier naval, là. Ben, c'est avec des moteurs électriques, ça fonctionne comme un genre de gros winch. Des énormes moteurs électriques. Et donc, ça dégageait un champ électromagnétique. Donc, si la partie là, supérieure de la grue était sur le côté et que la grue passait à ce moment-là juste à côté de l'autre côté du mur d'où étaient situés les serveurs, ça causait donc un redémarrage des serveurs. Et ça, c'est un champ électromagnétique qui causait ça. Donc, quand tu dis que tu mets des disquettes au mur puis qu'ils collent là quand la grue passe, là, c'est parce qu'il y a un gros champ électromagnétique. Là. Donc, ce genre de situation-là est possible, ça peut arriver. Donc ça, je rentre tout ça dans les phénomènes accidentels. Le vandalisme, je mets ça dans une catégorie à part parce que le vandalisme, ça peut être similaire, mais ce n'est pas accidentel. Donc ça a été causé en général par un individu ou un groupe. Pas comme le vol, par exemple. L'incendie, mais l'incendie criminel, donc pas un incendie accidentel. Et le sabotage ou l'activisme. L'activisme, c'est de plus en plus populaire. Pensons à Anonymous. Si vous travaillez chez Sony, c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse. Le sabotage, évidemment, dans des environnements, par exemple, syndiqués, c'est des choses qui peuvent arriver. On a parlé d'exemples tout à l'heure. Donc, dans la catégorie des dommages immatériels, des choses qui vont causer l'indisponibilité des données d'un système, modification d'instructions de données, perte économique et ralentissement des traitements. Donc, tout ça, moi, je rentre ça dans les dommages immatériels. Donc, j'ai les phénomènes accidentels, les erreurs de manipulation, erreurs de programmation, les vulnérabilités universelles. Les vulnérabilités, donc, c'est des choses qu'on va pouvoir identifier d'ailleurs avec un logiciel comme Nessus. La présence de vulnérabilité comme telle peut être considérée comme une menace. Et par vulnérabilité, là, on parle des vulnérabilités, par exemple des erreurs, des choses qui n'ont pas été prévues dans un programme, des buffer overflow, des choses comme ça, qui vont faire que quelqu'un pourrait les exploiter puis prendre le contrôle. Donc, la présence de ces vulnérabilités-là, c'est une menace en soi. Bon, et les classiques, là, la fraude. Donc, 80% des fraudes sont des problèmes internes. Et en plus, ce qui arrive, c'est que des fois, dans le 20%, on peut retrouver si on regarde au niveau de la valeur des dommages, donc l'impact monétaire, ou des dommages causés par un vol, évidemment, ou par de la fraude, c'est sûr que des fois, les fraudes à l'externe, c'est des montants qui peuvent être quand même très élevés. Les fraudes à l'interne, en général, plus que la personne est à un niveau hiérarchique qui est bas, plus le montant va être faible, et plus la personne est à un niveau élevé, jusqu'au plus haut niveau de l'organisation, en général, plus le montant va être élevé. Donc, c'est parce que c'est une question d'accès aussi, là. Le CFO, il a accès à beaucoup plus de liquidité ou d'argent, potentiellement. Et donc, ça aussi, il faut tenir compte de ces situations-là. Et dans les phénomènes accidentels, le vol d'identité. Et bon, finalement, une dernière catégorie, la cybercriminalité. La cybercriminalité, je l'ai mis dans une catégorie à part parce que c'était pratique pour moi, parce que quand on va arriver le temps de discuter des mesures de mitigation du risque, ben, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points en commun à toutes tout ce qui est cybercriminalité. Donc, par cybercriminalité, on parle évidemment du keylogging, des sniffers, donc de l'écoute du trafic réseau ou des outils, du malware, des logiciels qui pourraient être introduits via un cheval de Troie, qui pourraient être introduits sur un poste de travail. Les denial of service, les DOS et les distributed denial of service, et toutes les variantes qu'il peut y avoir de ça, et nos fameux hackers. Les hackers, c'est pas des mauvaises personnes. Les hackers, c'est des personnes curieuses, qui veulent apprendre comment les choses fonctionnent. Mais évidemment, les vrais hackers, les gens qui savent ce qu'ils font, sont pas vraiment tellement dangereux comme tels. Les gens qui sont dangereux, c'est les gens, déjà les novices, parce qu'en anglais, on appelle ça des script kiddies. Les gens qui savent utiliser Google,
puis qui vont sur Google ou qui vont dans différents sites, puis qui trouvent de l'information sur une façon de faire planter les systèmes, puis là, qui s'amusent avec ça. Ils vont trouver un bout de code qui a été écrit par quelqu'un, on peut appeler ça un exploit, disons, qui a été publié par quelqu'un, vont prendre ce code-là, puis ils vont le lancer sur leur réseau à l'école ou sur leur réseau à la maison, mais sans vraiment savoir ce qu'ils font. Donc ça, en fait, c'est des gens très dangereux qui savent pas vraiment ce qu'ils font. Les étudiants, ben par exemple, je pense à mes étudiants quand je donnais des cours de sécurité appliquée, vraiment pratique, là, pas théorique comme ici, où j'expliquais des techniques de hacking. Moi, je faisais ça dans un laboratoire. Donc, j'ai un laboratoire fermé qui est non branché à l'Internet, tout branché en réseau. Et donc, dans mon réseau interne, donc, je m'amuse à hacker les machines. Ça, c'est parfaitement, c'est très intéressant. D'abord, c'est super éducatif. C'est important de comprendre comment ça se fait, comment tu peux, c'est quoi les vulnérabilités, c'est quoi les faiblesses. Puis ça, ben, il y a qu'un hacker qui peut faire ça. Et donc, tout le monde qui veut faire autre que juste faire de la gestion de la sécurité, mais quelqu'un qui veut vraiment faire de la sécurité doit, selon moi, développer ces habiletés-là. Mais ça se fait ça dans un laboratoire. Puis moi, je le fais avec mes étudiants. Mais sauf qu'après ça, mes étudiants, qui ont peut-être ils ont du temps de libre, ils savent pas trop quoi faire, ils s'en vont chez eux, puis là, s'ils décident de, malgré tout la sensibilisation, les recommandations, puis le fait que dans mes PowerPoint, en gros, c'est écrit ne faites pas ça à la maison, puis il y en a qui le font pareil. Alors ça aussi, c'est relativement dangereux. Bon, il y a une autre catégorie, c'est le touriste, les gens qui se promènent, qui veulent explorer. Bon, ça, c'est pas si pire, tant qu'ils font juste explorer. Ceux qu'on doit plutôt se préoccuper, c'est les crashers et les criminels. Bon, les criminels, c'est pas tous des Russes. Il y a aussi des espions chinois, puis de toutes sortes. Mais ça, c'est des gens donc qui veulent profiter. Les crashers, à la limite, eux autres, ils font ça pour détruire. Un peu, on pourrait, jusqu'à un certain point, entrer une partie des gens d'Anonymous dans cette catégorie-là. Mais à partir du moment où ils commencent à détruire des données ou à physiquement détruire ou endommager via les aides-ports Internet, d'endommager vraiment des machines, ben là, ça, moi, là, je trouve qu'ils vont un petit peu trop loin. Mais les crashers, c'est eux, ils sont quand même souvent, eux, ils vont essayer de briser des choses. Donc ça, c'est très problématique. Et ben les criminels, évidemment, que ce soit les scams de nigériens, là, donc c'est de ça qu'on parle, donc on parle des criminels. Donc ça, c'est évidemment, c'est la pire catégorie, c'est les gens qui, eux, c'est leur métier, c'est leur profession. Donc, pour faire de profiter, d'attaquer des systèmes, d'attaquer des réseaux, de détourner de l'argent, des numéros de carte de crédit, des données personnelles pour être en mesure donc de faire des vols d'identité pour éventuellement pouvoir en profiter financièrement, directement ou indirectement, donc par exemple par la revente de numéros de carte de crédit ou d'identité. La cybercriminalité, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce qu'évidemment, dans les sources de projets en technologie de l'information, qu'est-ce qui va générer donc des budgets, va générer des activités? Il y a les notes aux états financiers, mais il y a aussi les incidents qui ont pu se passer chez nous, mais ou qui ont pu se passer et être documentés. Et les cybercriminalités, comme c'est très populaire au niveau médiatique, comme ça fait vendre du papier, ben les journaux, les médias, quand il y a des choses comme par exemple Anonymous qui attaque des compagnies à cause du SOPA, ça génère, c'est populaire, ça, c'est des sujets qui font vendre au niveau médiatique. Donc, c'est des bons moments à ce moment-là, quand il y a des événements comme ça, si vous êtes préparé d'aller faire votre pitch au boss, dire et ça pourrait nous arriver chez nous. Donc, la cybercriminalité, c'est une belle opportunité pour générer des scénarios, pour vous aider dans l'élaboration de vos scénarios, et plus tard pour arriver donc à développer vos scénarios et à développer vos projets. Donc, c'est pour ça qu'on voulait parler des menaces.